Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Je ne sais pas ce qui me rend le plus heureuse entre l'introduction de la grille d'été de Fleurs d'avocat et la fin de la première session de la formation bien dans ma robe, mais je commencerai par vous parler de cette première session. Les retours des premiers stagiaires sont très positifs et je sais qu'ils voient déjà le résultat dans leur quotidien et je suis très émue et fière à l'idée d'avoir réussi à leur transmettre un point de vue et des outils qui leur permettent de vivre autrement et bien cette profession qu'ils aiment et dans laquelle ils ont envie de s'investir et de s'épanouir puisque l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, j'ai ouvert une nouvelle session pour le mois de septembre pour laquelle j'ai déjà des inscrits et ça aussi, ça me rend heureuse. Vous qui écoutez le podcast, si vous voulez vous joindre à nous, pensez à utiliser le petit code promo podcast, PODCAST, lors de votre inscription. Revenons-en au podcast justement, et pour ces mois de juillet-août, je vous ai concocté une série spéciale rafraîchissante puisque j'ai rencontré des avocats qui ont une double vie. Ils sont musiciens, sportifs, artistes, écrivains et pourquoi pas réservistes à l'armée. Et avec eux, je n'ai pas parlé de leur parcours, mais de leur passion. Je suis bien loin du talent d'Augustin Trapenard sur France Inter, ou encore de Marie Richeux sur France Culture, mais j'espère que vous prendrez du plaisir à faire ce pas de côté avec moi sur le chemin de l'épanouissement chez les avocats. C'est maître Vincent Breneau, avocat au barreau de Paris et associé chez Auguste et Debouzy, mais avant tout passionné de gastronomie qui fait office de hors-d'œuvre. Et vraiment, je suis ravie car cet échange savoureux a eu lieu le matin de mes 30 ans et je n'aurais pas pu rêver meilleur petit déjeuner pour entrer dans cette nouvelle décennie. J'ai ri beaucoup et j'espère que vous serez vous aussi enrobés d'une onde de bonheur en nous écoutant parler bouffe. Petit spoiler, Vincent est coprésident de l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise et le 3 juin s'est tenu le championnat du monde de l'œuf mayonnaise, événement dont nous avons parlé très sérieusement ensemble. Et sachez que le vainqueur cette année est le chef du bouillon Pigalle, Clément Chicard. Oui, maintenant vous commencez à comprendre pourquoi j'ai tant ri pendant cette interview et puisque le ridicule ne tue pas, je vous propose un petit concours photo. Donc envoyez-moi à l'adresse bonjour@fleuredavocat.fr vos photos de dégustation d'œufs mayonnaise cet été, cuisinés par vos soins ou pas d'ailleurs, notamment si vous allez déguster ceux du bouillon Pigalle, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. Et l'auteur de ma préférée sera récompensé d'un bouquet de fleurs signature de Fleurs d'avocat. Soyez créatifs, la forme est totalement libre, donc amusez-vous et amusez-moi au passage. Merci beaucoup à Pascal Mendac pour cette excellente recommandation et très bonne écoute. Bonjour Vincent Breneau. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat. Mais je suis ravi. Alors Vincent, je vais commencer par lire un passage du livre que vous avez coécrit avec Yannick Aleno qui est un chef étoilé et qui s'appelle « Sauce, réflexion d'un cuisinier ». Et ce passage est le suivant. La modernité devait également réserver un sort parfois peu enviable à l'autre grande sauce héritée du XVIIIe siècle, la mayonnaise, qui a enfanté une série d'ersatz blanchâtres, poisseux et insipides. Préservée de ses extrémités industrielles contemporaines, la mayonnaise est une merveille d'onctuosité. Précisons qu'une bonne mayonnaise, idéalement montée à la main avec une cuillère en bois, doit napper la préparation qu'elle accompagne. Un traitement mécanique lui ôte toute sa délicatesse en la transformant en un bloc compact, dépourvu de finesse tout autant que de l'élégance qui caractérise la vraie mayonnaise. Quel gâchis de sacrifier de la sorte un honnête moyeu. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moyeu, c'est-à-dire jaune d'œuf. Qu'est-ce que ça vous évoque ce passage, Vincent ? Ça m'évoque qu'on peut employer des mots très compliqués pour dire un truc super simple, mais ça m'évoque surtout le fait que la mayonnaise, c'est la vie, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce petit livre, peut-être avec une plume un peu trop précise pour un livre sur un sujet léger, quoique les sauces... on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais la sauce, c'est le trait d'union d'un plat dans la cuisine française, donc c'est assez fondamental. Et comme la cuisine, c'est à peu près la moitié de ma vie, finalement avoir une écriture précise pour parler de la mayonnaise, qui est la reine des sauces froides, ça me semble assez justifié. Et je ne renie rien de ce qui est écrit. Effectivement, une mayonnaise, ça doit être un beau produit, ça doit être monté à la cuillère en bois, pour une raison qui m'échappe. On gagne en onctuosité quand on utilise un ustensile en bois, même si c'est un peu plus long à monter, et on n'a pas cette espèce
trucs qui ressemblent à un flan dans lequel le storytelling habituel veut qu'on puisse planter une petite cuillère pour qu'elle tienne. Ça s'appelle de la gelée, c'est pas de la mayonnaise, quoi. Alors vous dites que la mayonnaise, c'est la vie. Oui. J'adore. Enfin, moi, je n'aime pas la mayonnaise. Mais pour vous, la mayonnaise, c'est la vie. grave. Et j'adore que vous disiez ça comme ça. Pourquoi c'est la vie, la mayonnaise? Alors, en fait, ce qu'on dit généralement, c'est que le gras, c'est la vie. Et comme la mayonnaise, c'est effectivement Par contre, je vous un peu rejoins gras. sur ce point. Non, le gras, c'est la vie parce qu'en fait, le gras, c'est le goût. Vous pouvez prendre n'importe quel produit alimentaire, si vous ne mettez pas de gras, la transmission du goût ne peut pas se faire. Prenez un morceau de viande, regardez une côte de bœuf. Si la côte de bœuf est complètement rouge, uniforme, elle n'aura pas de goût. À la cuisson, elle sera dure et elle n'aura pas de goût parce que précisément, quand une côte de bœuf est parcourue de petits traits blancs, ce qu'on appelle une côte de bœuf persillée, qui n'a rien à voir avec le fait de la jointe du persil, mais des petites traces de blanc, c'est-à-dire des petits interstices de gras qui marbrent la viande, et bien ce gras-là va fondre à la cuisson, et c'est ce gras-là qui va donner le goût à la viande. La mayonnaise, c'est exactement pareil, ça permet tout simplement de rajouter du gras, et donc de permettre au goût de passer, par exemple, d'un œuf vers la bouche, et donc de communiquer et de sublimer le goût de l'œuf, puisque l'œuf mayo aussi, c'est la vie. Voilà. Et quand est-ce qu'est née cette passion pour alors la mayonnaise, mais au-delà de la mayonnaise, pour la gastronomie? Alors, c'est très atavique. Moi, je suis d'une famille de lointainement juriste et plutôt gastronome, en fait. Mon arrière-grand-père avait une charge d'avocat au conseil, qui a été vendue depuis, raison pour laquelle je suis condamné à gagner ma vie. Et sinon, je continuerai tranquillement à être avocat au conseil. Et à travailler très bien d'ailleurs, mais je serai probablement avocat au conseil. Donc la charge a été vendue. Mon grand-père, lui, est entré dans la résistance alors qu'il commençait ses études. Et il n'a jamais repris ses études. Et du coup, il a eu une vie assez multiple. Et quand il a été en âge presque de prendre sa retraite, il a entamé une vie de critique gastronomique. Donc il a fondé des guides qui s'appellent les guides Lebet, qui traitent des bistrots et des restaurants parisiens. Il a édité un très grand nombre de livres de cuisine. Ma grand-mère a écrit une 50aine de livres de cuisine pour son nom propre ou pour des chefs. Des chefs, c'est-à-dire concrètement qui lui donnaient des manuscrits avec des recettes de 30 pages où il fallait 15 marmitons, 12 casseroles, et elle les condensait pour écrire ce qu'on appelait à l'époque les recettes de la ménagère, parce que dans les années 80, c'était les femmes qui étaient le public cible des livres de cuisine, ce qui est un petit peu plus équilibré aujourd'hui. Et moi, je me suis retrouvé finalement à faire du droit parce que la matière m'intéresse, parce que j'aime beaucoup le raisonnement juridique, mais j'ai la moitié de mon patrimoine génétique qui est tourné vers la bouffe. Donc effectivement, moi, j'ai une passion pour la gastronomie. Pour la cuisine, je cuisine à la maison. J'ai une femme qui a à peu près 1 milliard de qualités, mais pas celle de faire la cuisine, donc ce qui me va assez bien. Donc je cuisine à la maison, je collectionne les livres de cuisine, et puis j'ai eu le privilège intense d'écrire ce livre avec Yannick Aleno, qui est un de nos plus grands chefs français, puisqu'il est, je crois qu'il caracole à une douzaine d'étoiles en tout. En tout cas, il a 3 étoiles à Paris, 3 étoiles en Savoie, et c'est un super scientifique de la cuisine, donc c'est un peu comme si j'avais écrit un bouquin avec Zidane en étant fan de foot. Et en plus, c'était le dernier ouvrage que mon grand-père a édité. Donc, mon grand-père qui est décédé il y a 2 ans. Donc, c'était aussi une belle manière de finir sa vie à lui que de participer à cette dernière aventure éditoriale avec lui. Voilà. Et comment est-ce que vous en êtes venu à écrire ce livre, justement? Alors, en fait, écrire ce livre? l'histoire de ce livre, elle est assez simple. Mon grand-père avait écrit ses mémoires dans lesquelles il expliquait que les grandes sauces avaient disparu des tables françaises. Parce que les dictates de la nouvelle cuisine, de la diététique, c'est trop gras, trop salé, trop sucré, enfin tout ce qu'il ne faut pas. Et du coup, au fur et à mesure, les sauces ont disparu. Vous ne trouvez plus un restaurant où on sert une béarnaise maison ou un beurre blanc, une hollandaise. D'abord parce que la plupart du temps, il faut un type attaché au fourneau qui fouette la sauce pendant toute la durée du service, et le droit social est passé par là, donc c'est plus compliqué de pouvoir frapper suffisamment les gens. Et puis les gens veulent plus manger suffisamment gras, donc les sauces avaient disparu. Donc lui, dans son livre, expliquait que c'était horrible et que les sauces avaient disparu. Yannick Aleno, très gentiment, lit le livre de mon grand-père, et là l'appelle et lui dit: mais Claude, tu as 1000 fois raison, c'est affreux, les sauces sont en train de disparaître, et moi justement, Yannick Aleno, je suis en train de travailler sur des nouvelles sauces qui satisfont aux critères de l'époque, donc qui ne sont pas grasses, pas salées, pas sucrées, parce que j'ai une nouvelle méthode pour faire des sauces
je vous passe le détail technique est très très compliqué, mais en gros, il sort le goût du produit sans lui rajouter grand-chose. Ensuite, il peut composer des sauces avec plusieurs exudats de produits. Pour ceux qui s'intéressent, c'est dans le bouquin. Et du coup, mon grand-père lui dit, génial, on n'a qu'à faire un bouquin. Et alors là, pour le coup, pourquoi est-ce que mon nom est venu Mon grand-père a dit, et je sais qui va nous l'écrire, c'est mon petit-fils qui est avocat, donc il écrit très bien, donc allons-y. Et moi, j'ai trouvé l'idée géniale, et du coup, j'ai écrit ce livre, on l'a co-écrit, sachant que, évidemment, Yannick est plus sur le volet création, inspiration de la chose, et moi sur le travail d'écriture. Parce que une plume sur la cuisine, ça s'invente pas. Alors là, c'est vrai que le livre, c'est pas une plume de critique gastronomique. Moi, je suis toujours fascinée par les critiques gastronomiques. C'est dingue ce qu'ils arrivent à retranscrire en termes de sensations et de saveurs, etc., etc. Mais quand même, ça s'invente pas d'écrire sur la nourriture, d'écrire sur la bouffe, avec élégance et précision. Et comment est-ce que c'est quelque chose... Alors, je fais ça depuis 20 ans. Ah, vous faites ça depuis 20 ans quand même. Même plus que ça, parce que par ailleurs j'ai été enquêteur dans le guide de mon grand-père pendant mes études. Dès que j'ai eu 18-19 ans, en fait, mon grand-père m'a donné une liste de restos à visiter. Les 2 premières années, je me suis aperçu qu'en fait, il les a tous revisités derrière moi pour vérifier que j'écrivais pas n'importe quoi. Et ensuite, je me suis retrouvé effectivement à faire mes enquêtes et à écrire sur les restaurants. Je continue d'ailleurs aujourd'hui, le guide a été cédé et il est entre les mains de quelqu'un de très bien qui s'appelle Pierre-Yves Chupin. Et je continue à être enquêteur au guide. Donc j'ai l'habitude d'écrire sur ce type de sujet. Et par ailleurs, quand on a l'habitude d'écrire en droit des choses assez précises, d'employer un vocabulaire assez précis, il suffit d'élargir son champ lexical finalement à celui de la nourriture. Ce qui n'est pas très compliqué. Moi, j'achète des livres de cuisine comme d'autres lisent des romans. Donc finalement, le champ lexical de la gastronomie, je l'ai d'abord de façon atavique et ensuite je le cultive au quotidien. Oui, mais moi, ce qui me fascine, c'est surtout le lien entre le vocabulaire et la sensation. C'est-à-dire que, alors je suppose que c'est quelque chose que vous avez cultivé justement avec ce job étudiant qui me semble être le meilleur job étudiant ça, c'est sûr. Probablement existant, à faire le lien entre je mange quelque chose et qu'est-ce que je ressens, quelle est mon émotion, quelles sont ses saveurs, quelle est la texture. Ça, comment est-ce que vous l'avez travaillé ? Vous savez, en même temps, j'imagine un concept juridique et je décris la manière d'arriver à la solution soit contraire, soit celle qui s'inscrit dans son prolongement. C'est vachement plus abstrait que de dire j'ai en bouche une sensation de sapidité, mais en même temps j'ai un voile gras qui me permet d'aller chercher un goût. Tiens, ça me rappelle la fève tonka et du coup je suis sur une note d'épices, machin. Finalement, on est juste dans la description d'un ressenti physiologique. Dès lors qu'on a le vocabulaire qui va avec, et sans forcément partir sur des considérations œnologiques hyper compliquées avec un vocabulaire extrêmement scientifique qui finalement met à l'écart du récit la moitié de l'humanité, ou même beaucoup plus, parce que les gens n'ont pas le vocabulaire œnologique. En revanche, décrire une sensation gastronomique avec des mots simples, c'est assez facile parce qu'on a des référentiels qui sont équivalents. Tout le monde a déjà mangé un steak, tout le monde a déjà mangé un steak trop cuit, tout le monde a déjà mangé un steak au contraire extrêmement fondant. Ensuite, on rajoute des couches de description à mesure qu'on décrit son assiette dans sa progression et dans son équilibre global. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par vous dites que vous continuez à faire ça et vous allez continuer à alimenter ce guide. Oui. Quelle place est-ce que ça prend par rapport à votre vie d'avocat ? Alors, c'est marrant votre question parce que ça me rappelle un de mes premiers entretiens quand j'ai été candidat pour mon stage EFB et où je candidatais à l'époque chez un de nos confrères très prestigieux en droit public, hyper sérieux, et qui se faisait fort de faire des entretiens à l'américaine il y avait son adjoint qui était le good cop et lui était le bad cop. Et donc il faisait des entretiens extrêmement violents. Je m'étais fait maltraiter pendant tout l'entretien. Et sur mon CV, il y a marqué que j'étais effectivement enquêteur dans un guide gastronomique. Et là, après avoir massacré tout mon CV depuis le début, on arrive à la fin, parce qu'évidemment c'est plutôt sur les hobbies, centres d'intérêt, les lignes de base. Et là, il me regarde, il me dit « Ah ouais, donc en plus, vous bossez dans un guide gastronomique, donc c'est le genre de type qui passe sa vie à table à rien foutre, quoi. » Et je dis « En fait, non, parce que ça se passe globalement plutôt aux heures des repas. Donc ça laisse quand même un peu de temps pour travailler en dehors de ça. Et concrètement, j'y vais déjeuner. Ce que je fais, c'est que par ailleurs, maintenant que je suis aussi en charge un peu du développement de mon activité, parce que par ailleurs, je suis quand même un petit peu avocat et j'ai un peu un département à faire tourner. Donc j'emmène mes clients
déjeuner ou dîner et je fais des enquêtes avec eux. Et il n'y a rien de mieux pour briser la glace avec un client. Vous savez, quand on déjeune avec un client, bon, on est évidemment là pour parler boulot, pour manger de soupe, mais il y a quand même un moment de convivialité au début et on est souvent en train de se gratter la tête quand c'est un prospect qu'on ne connaît pas. On se dit, mais merde, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir lui parler? Il faut au moins que je fasse un quart d'heure, 20 minutes de small talk avant d'entrer dans tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quels sont vos besoins? Et ben, expliquer au client qu'on est là ensemble pour enquêter, pour juger un bistrot ou un restaurant et lui dire, bon, qu'est-ce que vous pensez exactement de votre plat? Est-ce que machin, est-ce que la cuisson, la texture, comme le client est français, donc c'est un expert en gastronomie, parce que tous les Français sont intrinsèquement convaincus d'être des experts en gastronomie, c'est le meilleur brise-glace ever en fait. C'est absolument parfait. Vous avez des anecdotes? Ah bah j'en ai plein, j'ai plein de clients avec qui je fais ça tout le temps. J'ai pas d'anecdote particulière parce que c'est à chaque fois, mais j'ai le client qui se prend au jeu et qui finit par ressembler à Louis de Funès dans La Loup la Cuisse, limite en train de prélever les trucs, qui se gargarise avec la sauce pour expliquer. J'ai des gens qui s'avèrent être des super spécialistes et qui effectivement sont très très bons. D'autres qui m'expliquent que ce qu'ils sont en train de bouffer est absolument magnifique, me font goûter, je me dis waouh, mon Dieu, il est en train de bouffer une daube épouvantable. Et heureusement, ne lise pas la critique que je fais derrière, parce que sinon, ce serait un drame. Donc non, c'est assez facile. Le fait de concilier gastronomie et droit, c'est assez facile. L'écriture du bouquin, c'était plus compliqué. J'ai un peu moins dormi, parce que pour le coup, je l'ai vraiment fait la nuit et le week-end, quand mes enfants étaient couchés. Mais sinon, non, les critiques, ça prend un quart d'heure de rédiger une critique sur un resto. Donc on va déjeuner, on la rédige dans la foulée, puis c'est réglé, quoi. Alors c'est drôle ce que vous racontez sur vos clients, ceux qui sont plus ou moins éduqués, ceux qui trouvent ça merveilleux alors que c'est une daube, etc. Est-ce que ça change votre vision du client après? Non, parce que finalement, on ne choisit pas forcément son client pour sa capacité à juger un plat, mais en revanche, ça permet aussi de se faire des copains. Moi, j'ai des clients qui sont devenus des potes parce que derrière, on se fait des bonnes bouffes et on a des atomes crochus et c'est vrai que notamment sur l'œuf mayo c'est très fédérateur comme produit et du coup ça crée des vrais liens. Ouais. Alors vous m'offrez une transition parfaite parce que donc vous n'avez plus la charge d'avocat au conseil, mais par contre vous avez la charge de la coprésidence de l'association de sauvegarde de l'œuf mayo. Absolument. Ceci est très sérieux. C'est extrêmement sérieux, c'est une lourde responsabilité. En fait, mon grand-père avait un peu fictivement monté une association, donc l'ASSOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, et chaque année il remettait le prix du meilleur œuf mayo parisien. Ce qui était assez drôle, assez bon enfant, ça faisait un peu de presse, et finalement ça permettait de faire un petit peu le buzz autour du guide. Les restos qui le recevaient étaient très contents. Si vous allez à l'Évasion, la place Saint-Augustin, vous verrez que sur la devanture, il y a marqué prix de l'œuf mayo à Somme 2012. Les 7 de table de l'Évasion sont estampillés avec le diplôme de la Somme. Enfin, c'est une espèce de délire. Et avec justement Pierre-Yves Chupin qui a repris le guide Le B, Sébastien Mayol qui lui a une vie tout à fait normale de commercial chez Lagardère, et Guillaume de Serval qui est un copain sommelier œnologue, on a décidé de remonter la Somme un peu après le décès de mon grand-père il y a 2 ans et d'en faire une vraie association avec des vrais membres. Et donc on a immatriculé, donc on a rédigé les statuts de l'association, on a recruter des membres, et c'est pas très compliqué de recruter des membres pour cette croisade-là. On est maintenant une grosse centaine. Et un soir, je dîne, alors vous allez me dire que j'ai des dîners curieux, mais un soir, je dîne avec les types, des Lyonnais, qui organisent le championnat du monde du pâté croûte. Parce que c'est des trucs que je fais. Et là, je me dis, alors eux, pour le coup, ils sont sur une échelle de dingue. Le championnat du monde du pâté croûte, ils ont une demi-finale en Asie, une demi-finale en Amérique, ils ont un budget sponsoring de 200 000 €. Enfin, c'est une vraie machine, c'est une énorme machine. Il y a des gens qui s'entraînent pendant 1 an à faire des pâtés croûtes. C'est un truc de dingue. Bon, je les écoute, je trouve que le truc est vachement bien. Et en fait, nous, on s'apprêtait à remettre le prix du meilleur œuf maillot parisien pour s'inscrire dans la lignée de mon grand-père. Et là, je me dis, mais si le pâté croûte a son champion du monde, je vois pourquoi est-ce que nous, on se contenterait finalement de remettre juste le prix du meilleur œuf maillot parisien, ça rime à rien. On va faire un championnat du monde. Donc l'année dernière, on a organisé le premier championnat du monde de l'œuf mayonnaise. Et alors comme tout ce qui est totalement dérisoire et inutile, on a décidé de le faire de façon super sérieuse. Donc on a fait venir un huissier.
Et donc, un huissier, un jury assez sérieux avec François-Régis Gaudry, le chroniqueur gastronomique de France Inter, Christian Lesquer, 3 étoiles au Georges V, Vincent Ferniaud, Julie Andrieux, enfin un certain nombre de gens de la planète food, comme on dit, et nous, les 4, et on a donc dégusté 8 œufs maillots qu'on avait présélectionnés de professionnels qui étaient envoyés de façon anonyme. Donc les 8, au bout de 8, c'est compliqué quand même, mais... Donc on a fait ça, on a eu le premier champion du monde qui n'est pas très loin, qui est à côté de l'Élysée, qui s'appelle le Griffonnier, qui a été nommé, qui maintenant l'a mis sur son menu, champion du monde 2018, œuf maillot, machin, il a son diplôme affiché. On a le vice-champion du monde, le 3e, tous les finalistes ont eu leur diplôme, et du coup on organise cette année le 2e championnat du monde, avec une nouveauté, c'est que non seulement on le fait, mais en plus on a des candidats étrangers, ce qui est toujours un plus pour un championnat du monde. Donc là on a un candidat suisse, on est très content. Et cette année, on a le Bouillon Pigalle, on a le Bon Saint Pourçain, on a le Savoy de Lausanne, on a Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, qui vient jouer et qui donc présente l'œuf maillot de l'Élysée au championnat du monde de l'œuf maillot. Et dans le jury, on a justement Yannick Aleno, on a à peu près les mêmes membres que l'année dernière, sauf que cette année, notre chef triplement étoilé, c'est Yannick Aleno. Et c'est le 3 juin, donc c'est la semaine prochaine, la 2e édition du championnat du monde. Et on a la chance d'être pas mal... Alors, comme c'est vraiment inutile et que ça sert à rien, on a été super suivi dans les médias. Donc on a eu une dépêche AFP, on a eu une pleine page dans le Parisien, on a eu des reportages sur BFM TV, sur Europe 1, je me suis même retrouvé, j'étais en vacances cet été, et le New Yorker était en train de faire un papier sur l'œuf maillot, alors pourquoi, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils nous ont contactés sur notre page Facebook, parce que nous avons une magnifique page Facebook que je vous invite tous à rejoindre, Association de sauvegarde de l'œuf maillot, à Somme. Il vous faut un Instagram aussi. Hein. On a un Insta, aussi, on a les deux, et qui vient de passer à 500 followers d'ailleurs, parce qu'on a eu justement avec l'annonce du 2e championnat du monde. Donc rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux et dans la sauce d'ailleurs, parce que la sauce est tout à fait ouverte, on fait rentrer tout le monde dès lors qu'on est passionné. Et je ne sais plus ce que je disais, si ce n'est que c'est donc la semaine prochaine et qu'on est très content. C'est merveilleux et alors... Et totalement inutile. Non mais c'est ça qui est merveilleux. Et comment est-ce qu'on distingue un œuf maillot d'un autre ? Alors, comme tout ce qui est vraiment totalement futile, on a fait une charte hyper sérieuse. Donc on a une charte sur les qualités organoleptiques d'un bon œuf maillot et on a 5 critères de notation, chacun sur 20. La qualité de l'œuf, donc l'œuf en tant que tel et sa cuisson, la qualité de la mayonnaise, sachant qu'en fonction de la cuisson de l'œuf, vous ne mettez pas le même type de mayonnaise en termes de dosage de moutarde. Schématiquement, moins votre œuf est cuit, plus le jaune d'œuf est gras cuit, plus il faut monter le pourcentage de moutarde dans la mayo, sinon c'est un peu écœurant. Ensuite, on a l'équilibre de l'assiette, le dressage et la garniture. Donc en fait, on a 5 critères de notation, chacun sur 20, et que le meilleur gagne. Et vous, comment est-ce que vous aimez votre œuf maillot ? Alors moi, je l'aime justement un peu gras cuit, c'est-à-dire plutôt 8 minutes de cuisson, plutôt 8 que 9. Et donc avec encore, quand vous touchez le jaune, il faut qu'il puisse encore exuder un peu de gras sous le doigt, et avec une mayonnaise bien moutardée. Le reste de l'accompagnement, moi je suis très macédoine, dès lors qu'elle est bien faite, c'est-à-dire les légumes cuits chacun séparément, et évidemment au printemps, parce que ça se mange avec des petits légumes printaniers. Sinon, l'œuf maillot se suffit à lui seul. Tout ça est absolument fabuleux. Et alors, j'ai quelques questions. Déjà, je voulais savoir... Comment est-ce que le gourmet fait irruption dans la vie d'avocat ? C'est-à-dire comment est-ce que le gourmet fait irruption chez l'avocat ? En l'occurrence, c'est plutôt l'avocat qui a fait irruption chez le gourmet, parce que je pense que j'ai fait mon premier restaurant un peu technique, je devais avoir 4 ans, parce que mon grand-père m'emmenait partout avec lui pour tester les restos. Donc ma langue a été aiguisée avant ma plume. Et avant mon esprit juridique, clairement. Et alors, comment est-ce que le gourmet fait irruption chez l'avocat ? Alors, le gourmet fait irruption chez l'avocat tout le temps, c'est-à-dire que Non, en fait, ils coexistent. Ils coexistent les deux. Enfin, moi, j'ai vraiment ma vie d'avocat, ma vie de gourmet. Je trouverais ça infiniment triste d'avoir une seule vie, en fait, d'être juste avocat, entre guillemets. Alors, c'est une vie qui est passionnante et où on fait plein de trucs, mais avoir rien à côté, ça me semblerait extrêmement terne. Donc, le gourmet, il revient tout de suite. Pendant très longtemps dans mon bureau, j'ai eu la moitié de mes
étagère qui était remplie de livres de cuisine, l'autre de livres de droit. Pour moi, ça coexiste très bien. C'est pas antinomique du tout. Et donc, vous n'avez pas l'impression que votre manière d'exercer comme avocat, je veux dire qu'il y a des petites traces, des effractions Non, pas vraiment. Si, j'aime bien, j'essaie d'aller chercher des dossiers en droit de l'agroalimentaire, ça m'amuse. Mais sinon, non, c'est assez étanche en fait. C'est assez étanche tout en étant extrêmement poreux parce que la manière, je vous disais, de faire du business development, finalement, la bouffe sert très bien. Ouais. Et avec quel accompagnement avec vos clients? Quel accompagnement avec mes clients? C'est-à-dire j'ai essayé de jouer autour des mots de la gastronomie, accompagnement, tout ça. Donc là, je me disais, l'avocat qui accompagne son client, si c'était dans une assiette. Alors, si c'était dans une assiette, ce serait de saison, toujours. C'est-à-dire qu'on adapte le service au client. C'est pas un accompagnement préétabli, c'est vraiment du sur-mesure. Le vrai point commun entre les gastronomies et le service qu'on apporte, c'est le sur-mesure. Le côté industriel, tout pré-mâché, tout préparé, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'intérêt et c'est toujours trop cher, même si c'est bon marché. À quelle sauce est-ce que vous mangez vos collaborateurs? Onctueuse et épicée. Ça veut dire quoi, onctueuse? C'est-à-dire qu'il faut à la fois, je pense, être aimable et humain parce que tout simplement c'est comme ça que on aurait ou on a aimé être traité et le côté hyper brutal de on est avocat d'affaires donc il faut se faire mal à tout prix machin. Moi, je crois que de toute façon la génération, et là ça va faire vieux con, mais la génération qui arrive, qui est déjà là, n'est plus du tout prête à supporter ça. Je ne sais pas si on est en Y, Z ou si on est retourné à A, B, mais en tout cas manifestement ça fonctionne plus. En revanche un peu épicé parce que on peut jouer un peu sur l'ironie, on peut jouer un peu sur titiller un peu les gens pour que ça garde de la saveur et que du coup les gens soient motivés. Ouais. J'allais vous dire comment est-ce que vous pimentez votre vie d'avocat, mais elle est assaisonnée avec toutes les épices de la gastronomie. Ouais. Et puis notamment la mayonnaise, non? Et notamment la mayonnaise, ouais. Mais pas uniquement la mayonnaise, parce que la mayonnaise n'est qu'une sauce froide. Il y a tout le reste des sauces qui sont magnifiques. Et enfin, comment est-ce que vous aimez votre avocat? Alors moi l'avocat, j'adore l'avocat. Et alors c'est un de mes grands sujets d'interrogation en ce moment. À la base, moi j'adore faire mon propre guacamole. Alors comment est-ce que vous faites votre guacamole? Parlons guacamole. Alors, j'adore le guacamole. Moi je bouffe très très épicé. Donc j'aime beaucoup l'ail, j'aime beaucoup l'oignon, j'aime beaucoup le piment. Donc un avocat, trop d'ail, trop de piment, trop de citron vert, et on mixe le tout de façon un peu grossière. Il faut qu'il y ait encore un peu de mâche, y compris l'oignon, y compris l'ail, et que ça explose à chaque bouchée, même si c'est un peu rude ensuite parce que c'est quand même de l'oignon, de l'ail cru, etc. Mais vous avez du vrai goût en fait. Donc pas de coriandre? Alors ça, c'est très intéressant cette question parce que la coriandre, je déteste ça. Mais moi aussi, je déteste la coriandre. Mais il y a des études extrêmement sérieuses, comme sur la plupart des trucs futiles, qui sont sorties et qui moi me rassurent beaucoup parce que je sais que la coriandre c'est une épice que la plupart des gens adorent, enfin une herbe que beaucoup de gens aiment. Mais en revanche, c'est extrêmement clivant parce que vous avez un gène qui physiologiquement fait que vous ne pouvez pas aimer la coriandre et que vous avez une espèce de vieux goût de savon rance en fin de bouche. Avec la coriandre. Et soit ce gène-là, vous l'avez pas. Si vous l'avez, c'est mort, vous ne pouvez pas bouffer de coriandre. Sauf si vous mettez beaucoup de menthe avec, parce que vous cachez la coriandre, autrement dit, pas de coriandre. Mais la coriandre, non, pas de coriandre dans l'avocat. Non, mais c'est une vraie question. Et vous êtes plutôt du genre à cuisiner, quand vous mettez vos épices, votre ail, vous êtes plutôt du genre à y aller comme ça un peu à l'œil, ou vous avez vos petites mesures Je cuisine à l'œil, je pâtisse en scientifique. Ah, parce que vous pâtissez aussi. Un peu moins parce que ça m'amuse moins parce que justement il faut suivre les recettes. En pâtisserie c'est hyper scientifique. Pour le coup c'est de la chimie. Si vous vous loupez sur un temps pour faire une coque de macaron, vous sortirez pas une coque lisse et élégante. La pâtisserie, ce qui est joli, c'est quand justement c'est carré, c'est bien fait. Mais ça c'est vraiment de la chimie. Il faut suivre à la virgule près les recettes. Alors qu'en cuisine justement le principe c'est on maîtrise la base, on maîtrise le feu. Et ça, pour le coup, on l'a ou on l'a pas. Le vrai principe, c'est pour qu'il y ait du goût, il faut faire un marquage violent en cuisson au début pour faire ce qu'on appelle une réaction de Maillard. Viande ou poisson, vous les mettez très fortement en cuisson pour avoir cette espèce de coloration un peu marron. C'est là d'où vient le goût. La plupart des gens qui m'expliquent qu'ils n'aiment pas trop la viande ou pas trop le poisson, parce qu'ils les cuisent doucement au début, et ben ça reste grisâtre et le goût ne sort pas.
un grand coup de marquage en cuisson et ensuite on fait ce qu'on veut. Mais le seul secret est là. Et ensuite, effectivement, on se fait plaisir, on rajoute des épices, des machins, etc. Moi, je suis incapable de passer dans un magasin d'épices ou d'aller chez Rollinger, par exemple, la petite boutique Rollinger, où vous avez 1 million d'épices, je ressors, je casse mon pelle à chaque fois. Vous êtes comme un enfant dans un magasin de Exactement, jouets, quoi. comme un gamin, et je rentre et je suis obligé de planquer les trucs parce que sinon ma femme me dit et où est-ce qu'on va mettre ça, parce que c'est un peu pareil quand je vais dans un magasin d'ustensiles de cuisine où je reviens généralement avec énormément de trucs dont j'ai un besoin impératif et dont ma femme me dit mais donc concrètement on va les mettre où quoi, parce que on a déjà plein, ça déborde déjà de partout et je me sers pas de tout le temps, mais voilà, c'est mon kiff. Alors je vais quand même poser mes 3 petites questions que je pose d'habitude, qui sont: est-ce que vous avez une source d'inspiration actuellement? Une source d'inspiration actuellement en gastronomie ou en droit? N'importe. Alors, je suis plus en source d'inspiration en ce moment, c'est plus l'œuf maillot parce qu'on est en pleine préparation des championnats du monde. Et s'il y a un bouquin en ce moment qui m'inspire en cuisine, qui est le livre de Madame Redzepi, qui est l'épouse du chef du Noma, qui est le meilleur cuisinier du monde depuis plusieurs années, qui a fait un petit bouquin qui est absolument génial de cuisine de tous les jours, avec des petits trucs en plus, qui donnent des petites choses en plus pour juste faire la même chose que d'habitude, mais en bien meilleur. Et ça, j'adore, en fait. Le petit geste de plus qui fait que vous avez une salade, c'est une salade, ça reste une salade, mais juste elle est dingue. Quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie, c'était le spectacle de danse de fin d'année de ma fille, qui était ouf ce week-end. C'est quoi comme danse? Danse classique, elle a 8 ans et c'était la plus gracieuse. Bien sûr, on n'en doute absolument pas. En toute objectivité. Et enfin, que portez-vous sous votre robe? Je porte un tablier de cuisinier. Merci beaucoup Vincent Renaud. Avec grand plaisir, merci.